travaille au WOPS de Nuit, qui est une institution pour adultes, euh, qui est à Laken, qui existe depuis 1979 et qui accueille des personnes qui sont en difficulté psychosociale, un terme assez générique qu'on a choisi de garder générique, pour que chacun puisse y loger son mal-être, enfin, à partir de sa propre définition de ce qui fait difficulté pour lui, qui nécessite de demander un séjour dans une institution où il pourrait être hébergé 2 ans maximum. C'est une institution parmi 3 institutions du WOPS, avec la spécificité par rapport aux 2 autres, qui sont le service de santé mentale et un centre de jour, d'être résidentiel. À la base, c'était une institution qui était vraiment ouverte quasi uniquement en soirée, la nuit, le week-end et les jours fériés. Mais, on y reviendra sans doute après, comme toute institution, elle répond d'abord à un problème qui se situe pour les gens. Et donc, depuis quelques mois maintenant, on a la possibilité d'accueillir beaucoup plus aussi les résidents en journée et de faire exister dans notre discours, dans notre façon de travailler, dans la façon dont on organise l'institution, un attrait pour l'extérieur. Donc, c'est pas un 24 heures sur 24 comme il en existe d'autres, mais contrairement à avant Covid, où là, vraiment à 9 heures, on faisait le tour des chambres pour voir s'il y avait des choses qui étaient organisées par les uns pour les autres pour pouvoir rester. Il y avait quelques exceptions. Là, ça n'est plus le cas maintenant, mais on fait plutôt exister quelque chose de désirable à l'extérieur de l'institution, à la fois dans notre discours et à la fois dans d'éventuelles activités qui peuvent être organisées vers l'extérieur. Donc il n'y a plus un préalable d'une activité à l'extérieur, c'est quelque chose qui peut se construire pendant le séjour. Et donc effectivement, c'est une institution qui répond au malaise, enfin on essaye en tout cas, enfin, la nature même de ce qu'on pourrait appeler une institution orientée par la psychanalyse appliquée, c'est de répondre à ce que les gens amènent avec eux comme difficulté. Pas, a priori, d'avoir nécessairement des spécificités, mais de répondre à ça par un accueil, de répondre à ça par un accompagnement, et un accompagnement au cas par cas. Donc un accompagnement où on n'a pas un protocole, où on sait qu'on va accompagner les dépressions de tel type, qu'on va accompagner d'autres types de souffrances avec une grille préétablie. C'est vraiment au cas par cas. On sait que les gens, parce que ça ne doit pas être facile de venir résider dans des institutions comme ça, qui sont mis à 15 personnes. Début de séjour, il faut partager sa chambre, il faut partager les salles de bain. Il y a des contraintes au niveau horaire, il y a la contrainte de vivre avec 15 autres personnes. Donc, la demande par les gens qu'on accueille de faire un séjour répond à une vraie difficulté qu'ils ont en dehors de l'institution. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de déceler pendant la candidature, pour déjà se faire une idée de comment on va pouvoir accompagner ces gens. On ne sait pas encore vers où, on ne sait pas encore exactement comment, mais enfin, ça permet déjà d'essayer de tenter de situer le malaise, même si parfois on a des surprises avec des gens qui viennent et qui se présentent d'une certaine façon, et puis c'est d'autres types de malaise qui se jouent pendant le séjour. Si on fait un pari, c'est celui de la possibilité d'une rencontre. Enfin, on essaye vraiment à ce niveau-là d'être le plus humble possible. Et en fait, je disais Paris parce que je parlais de Virginio Bayo, qui dit à propos d'enfants accueillis en institution, mais je pense qu'on peut se dire la même chose pour des sujets adultes, que donc je parlais du malaise qu'il rencontre à l'extérieur. Eh bien, on fait le pari que déjà ils sont en train d'essayer de traiter ce malaise. Qu'ils ne sont pas simplement comme ça, comme un lapin dans les phares d'une voiture,
tout empêtrés dans leur malaise. Ça peut arriver que des gens soient dans cet état-là, mais alors souvent ça nécessite quelque chose de l'ordre d'une hospitalisation, enfin d'une prise en charge beaucoup plus, si c'est vraiment figé comme ça. Mais on fait plutôt le pari que déjà ils essayent de traiter ce qui leur arrive, qu'ils essayent de trouver des solutions, mais que s'ils ont besoin d'une institution, c'est que ça marche pas, ou pas assez bien, ou bien que ça a trop de répercussions sur l'entourage, ou sur le travail, enfin. Et donc on essaie déjà de repérer ça pour ne pas nuire à ça, tout en se disant que ben, peut-être qu'il y aura moyen d'adapter un peu ça pour que ce soit un peu plus vivable, un peu moins sauvage, un peu moins, embêtant pour la personne. Là, il faudrait prendre des exemples, mais la personne qui doit s'enfermer chez elle, ne pas pouvoir sortir parce qu'il a un souci avec ses voisins et que la moindre, le moindre bonjour de ses voisins est entendu comme une tentative de se mêler de ses affaires ou quelque chose comme ça, bah, effectivement, rester enfermé chez lui sans sortir, ça peut être une solution, sauf qu'à terme, ça n'est pas vivable. Et donc, comment on va pouvoir accompagner cette personne pour minorer un peu le côté interprétatif de chaque rencontre? Parce que c'est quand même un peu étrange de se dire que ce monsieur a ce type de traitement et de venir dans une communauté où là, il va être avec 14 autres personnes et 15 membres du personnel. Enfin, même s'il tourne, il n'y en a jamais 15 à la fois, mais enfin, c'est quand même un peu. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal, enfin, de pas intuitif, voire contre-intuitif, à accueillir ce genre de difficultés. Et pourtant, on le fait quand même, parce que, et c'est une des spécificités de ce qu'on peut peut-être appeler psychanalyse appliquée, c'est que on ne sait pas quoi faire avec les sujets, mais on a quelques idées sur comment on peut faire avec nous-mêmes. Comment on peut essayer de traiter l'autre du sujet, c'est-à-dire de ne pas viser à traiter le sujet lui-même, mais à traiter son autre, pour rendre ces interactions, pour rendre le lien social, pour rendre le monde dans lequel vit cette personne-là, un peu moins féroce, un peu moins persécutante, ou un peu moins concernée par lui-même, ou, dans d'autres cas, faire exister un peu le monde autour de la personne, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être recluses chez elles, parce que le monde autour d'eux n'existe pas, ne recèle de rien d'intéressant. Et donc là, il s'agit de faire exister l'autre un peu autrement. Un autre, comme dit Alfredo Zenoni, le traitement de l'autre, qui n'est pas un traitement du sujet, mais un traitement de son autre. Après, reste à essayer, et c'est là où la théorie de la psychanalyse peut peut-être nous servir, à essayer de repérer ce qu'est son autre. Déjà, ce qu'on appelle l'autre du sujet, qui n'est pas une notion intuitive, et d'essayer de le lire au travers de ce qui nous amène, de ses difficultés, et comme c'est une institution, que ça n'est pas un rendez-vous hebdomadaire dans un service de santé mentale, dans la vie au quotidien. Donc aussi bien au moment où on joue au badminton ou au volleyball, qu'au moment où on cuisine, qu'au moment où on regarde un film, un match de foot, au moment où on fume une cigarette et on boit un café sur la terrasse. Enfin, dans tous ces moments-là, la psychanalyse appliquée à l'institution a ceci de spécifique qu'elle n'attend pas le moment du rendez-vous avec un psychologue ou un psychanalyste pour tenter de nouer un lien et que ce lien puisse servir au sujet qui vient demander de l'aide. C'est 24 sur 24 que les choses se passent
dans les deux sens, aussi bien dans le sens du malaise que dans le sens de la tentative de réponse. Et donc, il s'agit d'être là pour pouvoir glisser un bien parfait. Parfois, c'est juste ça, comme intervention. Là où quelqu'un dit je ne supporte plus les bruits de mon voisin de chambre, et donc j'écoute, je me suis acheté un casque et j'écoute de la musique classique. Ah bien voilà. Enfin, parfois, le fait d'avoir acheté le casque et la musique ne suffit pas à traiter l'autre, quand bien même il n'entend plus que la musique. C'est l'autre est au-delà de simplement la personne qui est dans le lit d'à côté et qui ronfle, par exemple. L'autre, c'est au-delà de ça. Ça fait la scène complète dans laquelle baigne le sujet. Et donc, il faut parfois venir approuver une petite invention comme ça, une petite trouvaille. Ou parfois, c'est dans la discussion qu'elle se construit. Parfois, c'est la rencontre avec le groupe musique qui va attirer un résident qui du coup va se remémorer qu'il aimait la musique et que donc il pourrait ressortir sa collection de CD, enfin pour contrer le bruit de l'autre. Pas parce que l'autre enfin, ce type d'autre ne nécessite pas qu'il y ait vraiment quelqu'un qui ronfle dans le lit d'à côté. Ça peut être. Et puis il y en a qu'un ronfleur ne dérange pas du tout. La question, c'est d'être concerné par le ronflement de son voisin de chambre. Et donc, la psychanalyse appliquée, c'est justement des allers-retours entre ce que les résidents nous enseignent de ce qu'est leur malaise, de comment ils essayent de le traiter, de comment ça rate, de comment ça marche, avec la lecture qu'on peut en faire, en lisant beaucoup de livres, en lisant des choses, et voilà. Et, par exemple, il y a un jour, je ne pensais pas à ça au début, mais un collègue propose des boules caisses à un résident qui est beaucoup trop embêté par les ronflements de son voisin, ce qui met ce résident très très en colère, parce que on lui propose à lui des boules caisses, c'est le voisin qui ronfle. Donc c'est un exemple, par exemple, alors là vraiment très presque au pied de la lettre, que c'est pas le sujet qu'il s'agit de traiter, mais l'autre. Enfin, pour un autre, ça va tout à fait fonctionner de mettre des boules caisses. Donc voilà, des allers-retours. Là, par exemple, il nous indique qu'il y a effectivement qu'il y a quelque chose dans notre façon de trouver des astuces qui paraissent pleines de bon sens, dont il faut parfois s'abstenir. Pas des fois, le bon sens ça fonctionne, mais pas toujours. Et donc on s'enseigne de ça. On s'enseigne. Et puis comme Cécile Glineur disait au réseau 2, en reprenant Alexandre Stevens, on essaye des choses aussi parfois. Et on ne doit pas s'interdire d'essayer. Il n'y a pas d'intervention qui soit mauvaise a priori. Ce qui est important, c'est que fait une intervention, on revient avec en réunion d'équipe, on la partage, on en discute, on reste pas seul avec l'idée que on a bien fait ou qu'on a mal fait. On en tire des enseignements. Et parfois, la personne qui a vécu, enfin qui a produit cette intervention est la plus mal placée pour en tirer un savoir, parce que il faut une position extérieure pour pouvoir saisir le petit décalage qui a été produit par une intervention. Et donc c'est une autre dimension de la pratique à plusieurs, donc, qui est cette forme de psychanalyse appliquée à l'institution ou d'institution appliquée à la psychanalyse. C'est que il n'y a pas de parole qui vaut plus qu'une autre dans l'équipe. Chacun travaille, chacun se met au travail avec son style, avec ce qui mobilise son désir de travail, et puis partage ça avec ses collègues
euh, pour que la présence de chacun soit traitée par le collectif de l'équipe. Il n'y a pas celui qui aurait lu le plus de livres qui, lui, va pouvoir dispenser la bonne parole pendant que les autres occupent les résidents à jouer au Scrabble ou des choses comme ça. C'est euh, chaque moment, chaque personne, peu importe sa formation, peu importe son expérience. Félix Samuelovitch disait un jour à un stagiaire que l'expérience était une lanterne qui éclairait le chemin parcouru. Et donc pas du tout le chemin à parcourir. Je rajoute, et ne l'éclaire que pour celui qui porte la lanterne, pas nécessairement pour celui qui marche à côté. Et donc, on fait savoir. C'est ça que je trouve très très intéressant dans la plupart des institutions que je rencontre orientées par la psychanalyse, c'est qu'ils n'hésitent pas à faire savoir. Ils n'hésitent pas à produire des discussions, des conversations autour de cas, à mettre leur travail sur la table. Ils disent, ben voilà, on a accueilli telle personne, il y avait ça, on a fait ça, ça a produit ça, puis, donc on a refait ça, ça a changé, et puis on met ça sur la table et on en discute. Ça permet aussi de rester un peu humble, puisqu'il n'y a pas cette idée qu'il existe de formule magique pour soigner la dépression, et qu'il n'y a que des petites interventions comme ça. Alors parfois, il y a des interventions qui produisent des effets assez remarquables, mais c'est pas ça qui est le plus fréquent, et c'est pas ça qui est visé. Il y a quand même, ça c'est la psychanalyse en elle-même qui, je pense, met ça quand même au cœur du traitement, un reste. Il y a quand même toujours quelque chose avec lequel il va falloir continuer à se débattre. Sauf qu'il y a différentes façons de se débattre, il y a différentes façons de faire avec ce qui est compliqué dans le lien social. Et donc la pratique à plusieurs, c'est une façon de traiter l'autre du sujet, de ne pas se prendre pour le bon thérapeute, pour celui qui a les réponses, pour celui qui peut donner la bonne parole, qui a la bonne méthode, qui a le savoir qu'il faut pour soigner les gens. Et donc les choses se communautarisent dans l'équipe. Donc ça fait beaucoup de discussions. Ça, c'est l'intérêt de travailler à plusieurs, c'est qu'il y a plein de styles. Et que donc aussi, si quelques-uns sont très très dérangés par l'odeur des pieds d'un résident, et qu'on se demande comment faire pour qu'il se lave, mais il y en a 2-3 qui ont le nez bouché et qui se préoccupent absolument pas de ça, et qui vont discuter avec lui de plein d'autres choses, et qui donc, au moment où on construit le cas en réunion, vont pouvoir ramener ça aussi. Et donc ça vient un peu décompléter la question, par exemple, du manque d'hygiène, qui sinon pourrait prendre toute la place, parce qu'on a des remarques d'autres résidents qui nous disent « mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne l'aidez même pas à se laver, il faudrait l'obliger, il faudrait ce type. » C'est pas là-dessus qu'on se focalise, quoi. On peut se demander à quoi ça lui sert. Qu'est-ce qui se passe pour lui qu'il n'ait aucune satisfaction à prendre une douche le matin, se sentir frais, sentir bon, enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son corps est complètement désinvesti? Est-ce que lui ne sent même pas ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une façon de tenir l'autre à l'écart et de s'assurer d'avoir une place tranquille dans le salon parce qu'il n'y a plus personne qui vient s'asseoir à côté de lui? Si on ne se pose pas cette question-là préalablement à la question de l'odeur des pieds, ben on rate tout avec ce, enfin on rate beaucoup avec ce résident. Enfin en tout cas, ça c'est aussi, je tombe dessus par hasard, mais c'est aussi une des particularités, je pense, des institutions qui s'orientent de la psychanalyse appliquée, c'est de se poser la question de la fonction du symptôme, de la fonction des phénomènes, de comment
les sujets, ben, oui, quel usage ils font, même par exemple de leur voix, ou de tels comportements qu'on pourrait, de l'extérieur, considérer comme pas très sociable, pas très social, enfin, ou même très sociable d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui dit merci, s'il vous plaît, à tout bout de champ, de façon obséquieuse? Enfin, qu'est-ce qui le pousse comme ça à être si poli? Enfin, quelle menace on peut représenter pour lui pour qu'il soit obligé de constamment... enfin, c'est une des hypothèses qu'on peut faire. Il faut justement voir, il faudrait déplier pour chacun, pour chaque obséquieux, à quoi ça lui sert, enfin, à quoi ça répond. C'est pas la même chose, à quoi ça lui sert et à quoi ça répond. Ça, c'est par exemple une façon de se demander à quel autre il a affaire. D'être obligé d'être aussi, aussi poli, de s'excuser 15 fois de venir nous déranger, mais en même temps de choisir toujours l'heure où on n'est pas disponible pour venir nous demander quelque chose. Enfin, de se demander qu'est-ce qui se passe pour lui, c'est autre chose. Se dire qu'il nous manipule ou il fait exprès de nous embêter, enfin, de mettre ça d'emblée dans quelque chose, d'une volonté de sa part qui nous concerne nous, c'est plutôt peut-être une volonté de sa part qui le concerne lui, dans ce qu'il nous suppose comme volonté à son endroit. Enfin, ça inverse le sens de la flèche du transfert. C'est pas exactement la même chose. Dans la vie de tous les jours, on est confronté à ça tout le temps. Et quelqu'un qui fait une queue de poisson, on a l'impression que c'est à nous qu'il l'a fait. Simplement, lui il s'est rabattu le plus vite possible. Il n'a même pas vu qu'on était là. Parfois, c'est pire de penser qu'il n'a pas vu qu'on était là que de penser qu'il l'a fait exprès pour nous embêter. Là, au moins, on existe un peu pour lui, alors que si il n'a même pas vu qu'on était là, on n'existe même pas pour lui. Parfois, c'est pire. Ça, c'est un peu perso, mais j'ai toujours été extrêmement prudent dans mes interventions. Enfin, en tout cas, je l'ai essayé de l'être. Parfois, je ne l'ai pas été du tout, sans m'en rendre compte. Mais voilà. Et je remarque dans les réunions que, bah voilà, en fait, à certains moments, on peut être un peu plus oser un peu plus, dire des choses, proposer des activités, confier des tâches un peu pragmatiques à des résidents, enfin, des choses comme ça. Et ben, si je fais ça tout seul de mon côté, en fait, c'est uniquement pris dans ma petite pensée, dans mes petites idées de ce que c'est le travail. Alors que si j'en réfère à l'équipe, si on construit ensemble le cas d'un résident, et construire le cas, c'est évidemment très très différent d'une anamnèse, parce que l'anamnèse a quelque chose d'un peu linéaire. Il s'est passé ça quand il était jeune, et puis il s'est passé ça, et on passe très vite à l'étape de se dire, bah, il est comme ça maintenant parce qu'il s'est passé ça quand il était jeune. Alors qu'on essaye un peu de sortir de ce type d'orientation-là, parce que ça, c'est donner un sens, dans les deux sens du terme. C'est pas facile, parce qu'on est toujours vite pris par essayer de trouver la cause, essayer de trouver la raison, et en pensant que du coup, il suffit d'éliminer la cause, de réparer le mal qui a été fait pendant l'enfance, pour éliminer le problème actuel. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'un résident qui fait cette recherche-là, on va lui dire non, c'est inutile, mais ça veut dire qu'on le prend pour ce que c'est, pour sa recherche à lui. Et on peut là aussi mesurer les effets de cette recherche de sens sur ce qui lui arrive. C'est autre chose de nommer ce qui arrive que de construire tout un sens
avec des coupables, des responsables, des choses comme ça. Donc la réunion, elle sert à ça. Elle sert beaucoup, ça aussi c'est très zénonien. C'est, et là, pour le coup, c'est extrêmement personnel, mais c'est ce qui m'a vraiment accroché à la psychanalyse dans un texte d'Alfredo Zenoni. C'est le renversement qu'il fait, dire, bon, dans le fond, on fait de la clinique psychanalytique quand on cesse de se demander qui je suis, quel thérapeute je suis, quelle place occupe le thérapeute dans l'institution, ou le psychologue, ou le psychanalyste, mais qui sont-ils, qu'est-ce qui leur arrive? Comment ils essayent déjà de traiter ça? Enfin, c'est vraiment décentrer l'attention des cliniciens, d'eux-mêmes, et donc de tous les effets imaginaires, de contre-transfert, de sympathie, de sensibilité vis-à-vis d'une problématique en particulier. C'est se décentrer de ça pour revenir à qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui lui arrive, comment il le dit, quel effet ça a quand il le dit comme ça, et quel effet ça a quand il le dit comme ça, ou quel effet ça a quand, plutôt que de l'écouter pendant 45 minutes, on l'écoute pendant 10 minutes, et puis on lui propose d'aller boire un thé pour se désaltérer. Enfin, et quel effet ça a? Puis on en discute, ah ben, ça s'est passé comme ça ce jour-là. Enfin, et donc petit à petit, on construit quelque chose d'une possible conversation avec ce sujet-là. Et quand je parle de conversation, justement pas nécessairement de ce qu'on entend par verbalisation, symbolisation, enfin tout qui viendrait faire taire le malaise, parce que ça passerait de l'affect au symbolique. Enfin, parfois ça marche, là, parfois ça marche pas. Et donc, d'avoir à partager ça en réunion, d'abord, ça nécessite que nous-mêmes on prenne un certain recul par rapport à ce qu'on va dire, de comment on le dit, comment on essaie de transmettre à nos collègues le travail qu'on a fait. Et souvent, j'aime à dire que c'est le plus possible au ras des pâquerettes. Mais vraiment, il a dit ça, j'ai répondu ça, on a fait ça, il s'est passé ça. Sans justement mettre tous les trucs. Et donc, et parce que, on essaye de faire comme ça. Et puis, on en discute. Et il y en a un qui repère que telle position de tel résident, elle revient régulièrement. Mais pas avec tel membre de sa famille. Ça se passe autrement avec lui. Enfin, et tout ça nous enseigne sur comment on peut essayer de nouer un lien avec lui, et à nouveau nouer un lien dont il puisse profiter pour continuer à traiter le malaise pour lequel il a demandé un séjour en institution, et le traiter un peu autrement qu'il le traitait sans l'institution. Ça, c'est une des premières fonctions de la réunion. Il y a d'autres fonctions, c'est par exemple d'être attentif en réunion. Il y a des résidents duquel on ne parle jamais parce que, entre guillemets, ils ne posent pas de problème. Le rôle de la réunion, c'est de quand même construire le cas pour ces résidents-là. Je passe évidemment sur tout ce qui est un peu organisationnel et tout ça. Ça, c'est la popote d'une maison. Ça doit être fait, voilà. Pourquoi une supervision avec quelqu'un d'extérieur? Parce que, comme je disais tout à l'heure, parfois, enfin, ça découle un peu de ça, parfois quand on est concerné au premier chef, on est pris dans l'imaginaire de la situation. Et donc d'avoir à construire le cas pour quelqu'un qui ne connaît pas la personne, qui ne connaît pas son style, qui ne connaît pas son énonciation, qui ne connaît pas ses habitudes et tout ça, ça oblige à une rigueur que malheureusement on n'a pas toujours, parce que justement on est pris dans la situation. Mais ça peut être un danger. Ça peut être un danger si on met le superviseur ou la super-auditrice, puisqu'il ne vient pas visionner quelque chose, mais vient entendre quelque chose, si on le met en place de quelqu'un qui lui sait, et donc dont on va écouter les oracles
et qu'on finit la supervision en se disant ah ben ça va maintenant, on comprend bien, on comprend tout, on sait comment il faut faire. Euh, ça c'est un risque. Donc ça il faut essayer qu'il reste cette part de mystère, enfin cette part d'insaisissable euh, qui fait ce que le sujet a de plus singulier. On peut tourner autour de ce qu'il dit de son malaise, de ce qu'il dit de son traitement. On peut tourner autour, essayer de s'en faire une idée, essayer de, de mettre ça un peu dans certaines places. Mais si on le définit trop précisément, alors on tombe dans le protocole, quand bien même ce serait un protocole que pour ce sujet-là. Ce serait un protocole au cas par cas, mais ça rate quand même. Si on pense qu'à un moment donné, euh, on sait comment il faut faire. Donc à la fois, il y a cette distance qu'on peut prendre par rapport à une situation dans laquelle on est, et d'ailleurs, très honnêtement, la plupart des cas qu'on présente en supervision, c'est des résidents avec qui il y a un gros problème. Et on n'arrive plus trop à se dépatouiller. C'est le résident de qui on parle chaque semaine parce que il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on n'arrive pas à changer, qu'on n'arrive pas à éteindre, qu'on n'arrive pas à diminuer. Et donc, à un moment donné, on en parle en supervision. Je pense que c'est utile. Et en même temps, j'aimais bien, quand on a une autre institution où je travaillais avant, c'était le calendrier qui décidait de qui on présentait en supervision. Et je trouvais que que ça avait toute sa fonction. Parce que, si on est déjà très très préoccupé par des phénomènes comme ça qui viennent nous déranger, au point qu'on veuille en parler en supervision, le risque est grand que on en mette encore une couche en essayant, en essayant de préciser les choses. Et que, dans le fond, on appuie vraiment trop sur ce qui dérange, le symptôme qui vient troubler la collectivité, qui vient nous dire qu'on n'est pas bon assez, qu'on rate, et voilà, et alors on se focalise là-dessus. C'est pour ça que quelqu'un d'extérieur, lui, va peut-être pouvoir poser des questions sur qu'est-ce qui se passe en dehors de tous ces moments-là. Enfin, c'est l'idée. Ça ne nous empêche pas de le faire nous-mêmes, dans l'équipe, avant même de nous adresser à quelqu'un d'extérieur. La psychanalyse ne permet pas de savoir ce qu'est une crise anxieuse. Elle ne permet pas de savoir ce qu'est une dépression. Elle ne permet pas. Il faut appliquer la dépression de ce monsieur à l'institution pour pouvoir l'accueillir de la bonne façon, lui, quand bien même on a accueilli 15 autres dépressions, personnes souffrant de dépression la même année. Enfin, et donc l'institution vient comme une réponse au risque de passage à l'acte. Et donc traiter l'autre du sujet, être un autre, comme le dit si bien le titre du recueil du texte d'Alfredo Zenoni, c'est justement ouvrir un champ, faire une scène sur laquelle les choses vont pouvoir se jouer autrement qu'elles ne se jouaient avant, et donc réduire le risque de passage à l'acte ou minorer les passages à l'acte. C'est pas la même chose le sujet qui invente que quand il y a trop d'autres autour de lui, trop de personnes autour de lui, qu'il y a trop de bruit. Il entend trop de choses qui peut-être qui parlent de lui et tout ça, mais il va se cacher dans sa chambre, qu'il appelle mon coffre-fort. Ben voilà une jolie petite invention. C'est pas la même chose que d'avoir à se couper radicalement de toutes ces personnes autour de lui, soit en utilisant un produit, soit en s'excluant et en foutant le camp sous un pont, quoi. C'est ça le pari dont je parlais tout à l'heure. C'est que les choses, parce que nous sommes des professionnels et nous sommes attentifs à la position qu'on prend vis-à-vis
vis-à-vis de ce que les gens amènent comme difficulté, comme tentative de solution à ces difficultés, que Zedoni appelle un lien social protégé, eh bien les choses vont pouvoir se faire un peu différemment. Et parfois c'est très différemment, et parfois c'est juste un peu différemment. Ça, on ne peut pas le prévoir. Et parfois, d'ailleurs, on ne sait pas du tout à quoi a servi un séjour d'un résident. Il y a des résidents qui sont très lucides là-dessus et qui nous l'expliquent, et puis il y a des résidents qui nous disent au revoir, et puis 10 ans après, en pleine crise, ils viennent sonner chez nous en demandant un séjour. Et c'est l'occasion pour nous de les accompagner d'abord à un service d'urgence, parce que comme ils sont en pleine crise et qu'on a une candidature un peu longue, on ne peut pas les recevoir comme ça. Mais il n'empêche qu'en pleine crise, ils se sont souvenus de la porte de cette institution dans laquelle ils avaient passé 10 ans auparavant, quelques mois. Et donc parfois c'est juste ce lien-là qui compte.